Chers amis, je voudrais commencer cette présentation en remerciant tout d'abord le Musée des Sables d'Olonne, Gaël Rageot, et la Société des Amis du Musée avec Philippe Maignan de m'avoir invité. Pour moi, c'est un retour en quelque sorte aux sources de venir parler des lions ici dans ce musée où je l'ai accueilli moi-même en 1975 pour cette exposition qui a été, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, réalisée en 1977 autour d'une série de pastels qu'il avait réalisés à Belle-Île-en-Mer, où il avait une maison et où il allait très régulièrement. Le monde aquatique, le monde océanique comptait beaucoup pour lui, et au fond, toute sa vie, cet homme qui avait un appétit de vivre considérable, impressionnant, son imagination s'est nourrie justement des transmutations, des métamorphoses que l'océan peut opérer en permanence. Alors j'aimerais commencer par dire au fond que Hélion, qui est né en 1904 et qui est mort en 1987, a au fond traversé tout le XXe siècle. Et à ce titre, il en a connu là aussi toutes les métamorphoses et toutes les révolutions et toutes les évolutions possibles. Et c'est dans ce sens qu'il faut, je crois, regarder aujourd'hui son œuvre avec une certaine distance donnée par l'histoire, et pour permettre aussi à ce peintre qui à la fois a eu une vie au fond assez romanesque, qui a été dans un premier temps très connu, et ensuite condamné en quelque sorte à une méconnaissance à son retour à Paris, une méconnaissance sur le sens de sa production, qui l'a fait beaucoup souffrir et qui a marqué en quelque sorte aussi sa vie. Donc cette figure qui passe dans l'intégralité du XXe siècle, c'est un trait qu'il faut retenir. Alors ne vous offusquez pas du titre que j'ai donné à cette conférence, qui en fait reprend par paresse le titre du texte que j'ai écrit dans le catalogue pour cette exposition dont j'étais effectivement le commissaire scientifique, Le voir et l'intelligible. J'essaierai tout à l'heure de rendre compte de ce que cela veut dire, et la peinture et son double également. Mais j'aime bien commencer la présentation de Jean Hélion par un extrait de ses carnets de peintre. Voilà ce qu'il disait, me semble-t-il, dans les années 70. « Je dessine avec ma connaissance, je colore avec passion, je compose avec le songe. » Eh bien, c'est tout un programme de peinture, c'est tout un programme, de conception de l'art pour lui, qui accole des mots importants: dessiner, colorer, composer, dessin, couleur, songe. C'est une manière pour lui d'associer le dessin à la connaissance, ou la connaissance et le dessin, la couleur à la passion, et la composition avec le songe. C'est vous dire que le programme est vaste, complexe, et je vais commencer cette présentation par vous donner quelques petits repères chronologiques dont on aura besoin ensuite dans la présentation qui va suivre, puisque je commenterai dans une deuxième partie de cet exposé une trentaine de tableaux qui étaient justement présents dans cette exposition du Musée d'Art moderne de Paris. Hélion est né à Couterne, en Normandie, en 1904. Il a connu donc la Première Guerre mondiale comme enfant, et cela l'a énormément marqué, et curieusement on retrouve dans ces tableaux des années 30-40 surtout des traces de ce traumatisme de la Première Guerre mondiale. Et puis, voilà qu'Hélion se déplace à Paris, attiré par le Paris de l'époque, on est dans les années 20, il se déplace à Paris en 21 pour travailler dans un cabinet d'architecture. Et là, il se fixe à Montmartre, et notamment dans un lieu qui s'appelait à l'époque la Foire aux Croûtes, où il expose ses premiers tableaux d'amateurs naturellement. Et puis, dans les années 30, il déplace son atelier à Montparnasse, qui était le creuset, évidemment, de l'avant-garde de l'époque. En 1926, il rencontre un peintre d'origine uruguayenne, qui s'appelle Torres Garcia, peintre très important à ses yeux et aux nôtres, puisque Torres Garcia était un grand ami de Picasso, et que c'est lui qui a initié Hélion, qui au fond à cette époque avait une connaissance assez relative de l'histoire de la peinture. C'est lui qui a initié Hélion à quelque chose qui va définitivement le marquer, à savoir le cubisme. Et puis en 1929, il rencontre un autre très grand peintre d'origine
d'origine nordique, Theo van Doesburg, le créateur de la fameuse revue de Still et créateur également du néoclassicisme. En 1931, c'est-à-dire 2 ans après, il rencontre une autre grande figure de la modernité de l'époque, celle de Mondrian. Et puis en 1931, il voyage également en URSS. Il entreprend avec William Einstein un grand voyage en URSS pour se faire une idée de ce qu'était la politique de l'époque, parce que Elion était très intéressé par le contexte politique des choses. En 1932, néanmoins, il change un petit peu de cap et il va s'intéresser, en quelque sorte, par l'intermédiaire d'un personnage très important aussi pour nous, qui s'appelait Édouard Galatine, qui a été l'un des tout premiers collectionneurs de l'art moderne, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui a créé un petit peu plus tard la fameuse Gallery of Living Art, qui a été le noyau, un des noyaux du MoMA, et ensuite surtout le noyau central du musée de Philadelphie. Et Elion est devenu le conseiller personnel d'Édouard Galatine. Et à ce titre, au fond, Elion s'est instauré très rapidement comme l'un des chefs de file de l'abstraction en France, naturellement, mais aussi aux États-Unis. En 1936, il s'installe dans un atelier qu'il fait construire en Virginie, et il se marie. Et en 1939, évidemment, c'est la déclaration de guerre, et la vie d'Elion va chavirer à ce moment-là. Elle va chavirer dans 2 sens. Le premier, c'est qu'il abandonne ce qui faisait le gros de sa production à l'époque, c'est-à-dire l'art abstrait. Il était devenu un peintre abstrait parmi les abstraits, et un des premiers peintres, un des peintres les plus importants de cette génération. Et puis, la guerre va l'appeler à rentrer en France parce qu'il voudra tout simplement faire la guerre par patriotisme. Et il demande au consul général des États-Unis, de France aux États-Unis, de rentrer en France pour être incorporé. Cela va changer sa vie naturellement. En 1940, il est fait prisonnier par les Allemands. Il est envoyé tout d'abord en Poméranie, puis ensuite en Pologne, à Stettin, dans cette ville de la Baltique. Et là, en 1942, d'une manière tout à fait extraordinaire, il va s'évader. Il va s'évader, et le récit de cette évasion, qui est tout à fait extraordinaire et très romanesque, là encore, il l'a écrite dans un livre qui a été un des grands best-sellers aux États-Unis dans les années 40, entre 43 et 45, They shall not have me. Ils ne mourront pas. Donc, c'est un livre qu'il faut lire parce que, tout d'abord, c'est un témoignage extraordinaire sur la vie d'un prisonnier en Allemagne de l'époque. Et puis, c'était aussi une manière pour les Américains de découvrir comment un Français, peintre de surcroît qui était très connu, avait finalement, en quelque sorte, non seulement risqué sa vie en s'évadant, mais qui avait aussi résisté d'une certaine manière à l'emprise allemande. Et puis en 1946, Elion, qui repart après cette évasion et qui repart aux États-Unis en 1943 pour écrire ce livre et aussi pour se remarier, eh bien, Elion revient en France en 1946 pour s'installer définitivement à Paris. Et on verra tout à l'heure un tableau de 1947 qui va marquer en quelque sorte ce retour, disons, très inattendu pour les Américains qui l'ont beaucoup critiqué, qui ont beaucoup regretté son départ. Mais Elion avait à la fois un désir, que j'expliquerai tout à l'heure en commentant un de ces tableaux, un désir de retour à la figuration et un désir de revenir dans son pays. Ensuite, la vie d'Elion devient beaucoup plus complexe et difficile que pour le peintre qu'il est. Il expose très peu, il n'est pas apprécié des Français, il est même rejeté par les critiques français, il expose très très peu, il expose quelques fois dans les années 50 dans la galerie des Cahiers d'Art, il expose en 62 dans la galerie Louis Carré, c'est une galerie très connue à Paris, et puis il faut attendre les années 70 pour que enfin une certaine reconnaissance de l'œuvre d'Elion se fasse jour. Il expose au Grand Palais dans une grande exposition organisée par le Centre national d'art contemporain en 70, une exposition aussi d'ailleurs circulante organisée par le même CNAC à l'époque, qui va d'ailleurs venir au Sable d'Olonne, qui sera organisée par mon prédécesseur Pierre Chéniaud, les Sables d'Olonne, où en fait Elion expose 3 fois.
il expose en 77 par mes soins avec cette exposition qu'on vous a signalée tout à l'heure. Et puis, effectivement, en 84, si ma mémoire est bonne, en 95, par ce catalogue très passionnant d'ailleurs de la figure tombée, par Didier Ottinger. Entre-temps, Hélion expose quand même aussi à Saint-Étienne, il expose aussi à Paris dans une galerie qui était fort connue à l'époque, la galerie de Flinker, et il exposera aussi en 81 en Chine, dans une grande exposition qui circulera dans 3 grandes capitales, 3 grandes villes chinoises. Il exposera aussi à Munich, au Lemberhaus. Et enfin, les 2 dernières expositions, c'est en 2004 au Musée national d'art moderne, et puis cette exposition qui a eu lieu cette année au Musée d'art moderne. Voilà un petit peu comment on peut résumer rapidement et grossièrement la vie d'Hélion sur le plan chronologique. Mais je voudrais maintenant, au fond, dresser devant vous une sorte de portrait du personnage, parce que le personnage était très, à la fois fascinant et très impressionnant. Hélion avait une capacité, une aisance oratoire spectaculaire. C'est un homme qui savait trouver les mots justes, mais qui avait aussi une façon, une diction personnelle tout à fait extraordinaire. Il avait pourtant une voix assez voilée, qui n'était pas forte, mais il avait une capacité de vous intriguer, qu'on retrouvera d'ailleurs dans sa peinture. Une capacité de s'adresser à vous comme si vous étiez, comme ça existe souvent en politique, le personnage le plus important de sa vie. Mais c'était une chose réelle et le contact avec lui était marqué à la fois par de la chaleur, par une capacité à véritablement vous prendre en considération et attendre de vous quelque chose. Donc ce mélange faisait que la rencontre avec Hélion était un moment tout à fait merveilleux. Mais l'homme, au-delà de cette aisance, avec la parole, avec cette aisance verbale, l'homme avait aussi, comme je l'ai dit, une sorte d'autorité tout à fait naturelle. Cette autorité, il la tenait en partie parce qu'on ne peut guère analyser les choses uniquement avec des mots, mais cette aisance, cette autorité, il la tenait aussi parce que c'était quelque part un dialecticien. C'est quelqu'un qui installait tout de suite entre vous et les choses et les personnes, une sorte de dualité, une nécessité en quelque sorte symétrique qui appelait constamment un échange, si vous voulez. Et dans ce sens, la personnalité d'Hélion est tout à fait remarquable. Et au-delà de cette personnalité, Hélion était aussi un écrivain. C'était quelqu'un qui manipulait et maniait les mots sur le plan oratoire, mais c'est aussi quelqu'un qui écrivait avec une justesse et une générosité et une aisance fascinante. Aisance qu'on va retrouver dans ce fameux livre que je vous ai cité tout à l'heure, de Charlotte Avmy, mais aisance qu'on va retrouver aussi dans les critiques qu'il a réalisées tout au long de sa vie. Parce que, au-delà de l'écriture, Hélion est non seulement un écrivain, mais c'est aussi un penseur. Et c'est quelqu'un qui pense la peinture en permanence. Et au fond, pour lui, l'exercice de la peinture, l'exercice quotidien de la peinture était à la fois un exercice pictural au sens propre du terme, c'était de manier le pinceau et le dessin, mais c'était aussi un acte de réflexion qui faisait qu'au fond, tout geste, toute intention picturale était pensée. Et dans ce sens, je crois qu'il faut regarder aujourd'hui, justement, maintenant qu'on saisit mieux le personnage, il faut regarder avec des yeux nouveaux sa production. C'était aussi un homme qui avait un rapport à l'histoire tout à fait extraordinaire, parce que, quoique très moderne, Hélion est un peintre moderne au sens le plus étroit du terme, mais c'est aussi un homme qui, en étant moderne, au sens baudelairien du terme, au sens de l'actualité, de la modernité, était aussi un homme qui ne pouvait pas ne pas, en quelque sorte, réverbérer sa pensée du moment par rapport à ce qui avait précédé, et notamment dans le domaine de la peinture. Et tout à l'heure, je signalerai la relation très étroite qu'il avait avec les peintres de la réalité du XVIIe siècle, les frères Lenain, par exemple, Georges de Latour, mais aussi Poussin, et également deux autres grandes figures de la fin du XIXe siècle, à savoir Seurat et Cézanne, naturellement. Et donc, cette pratique de l'exercice de la peinture qui est à la fois pratiquée, si j'ose dire, et pensée, c'est un des traits dominants de la personnalité d'Hélion.
quelque part, en même temps, Hélion est quelqu'un qui parle de lui-même en permanence, parce qu'en réfléchissant et en notant au jour le jour, notamment au travers de ces fameux carnets, au fond, Hélion donne à sa peinture une dimension autobiographique. C'est-à-dire qu'en peignant, il raconte aussi sa vie, il raconte aussi son histoire, et il la raconte d'une manière alors à la fois impressionnante, parce que c'est quelqu'un qui domine, comme je l'ai dit, beaucoup de sujets, mais c'est aussi quelqu'un qui parle de la vie commune, de la vie ordinaire, de la vie de tous les jours. Et cela, c'est un aspect des choses qu'il faut bien noter, c'est que la peinture d'Hélion est faite à la fois de sophistication intellectuelle et aussi d'ordinaire, si vous voulez. C'est dans ce sens que j'ai utilisé ce mot double, parce que le mot double permet en peinture, en quelque sorte, de donner à l'exercice pictural une dimension d'autocritique, si vous voulez, une dimension de distance autocritique. Alors, si je reprends un tout petit peu les choses, Hélion écrivain, eh bien c'est la tenue de carnet de peintre pendant plus de 60 ans, entre 1929 et 1984. Et surtout que l'ensemble de ces carnets, dont on a montré un ensemble impressionnant au Musée d'Art moderne, ces cahiers sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale. Et ce sont des cahiers qui se présentent comme des carnets, effectivement, de notation, des carnets qui sont composés alors à la fois de dessins colorés, d'esquisses, et en même temps de commentaires. Et donc, le passage entre l'écriture, si vous voulez, du dessin et l'écriture scripturaire est quelque chose de saisissant dans sa production. Et puis, Hélion, il faut le noter, a écrit, car tout à l'heure j'ai parlé de sa dimension de critique d'art, au fond, Hélion a aussi une posture d'historien d'art dans cette affaire, et il a écrit des choses très importantes sur le plan théorique. En 1930, c'est lui qui rédige tout seul le manifeste d'art concret, cette première manifestation de la peinture concrète, due largement à Wandesbourg et à Mondrian, et c'est lui qui, 2 ans après, rédige aussi le manifeste de l'abstraction-création. Donc c'est déjà en soi, je dirais, un élément fondateur de la démarche de l'abstraction en France et ailleurs, bien sûr, tout à fait fondamental. Et puis, en 1934, il rédigera pour les cahiers d'art un article très important, abondant, qui fait encore autorité sur la réalité dans la peinture. La peinture, je veux dire par là, la réalité, les maîtres du réalisme ancien du XVIIe siècle. En 1936, il écrira pour le Burlington Magazine de Londres un autre article très important, alors cette fois-ci aux antipodes du premier, sur Seurat le devancier, c'est-à-dire où il analyse l'œuvre de Seurat d'une manière spectaculaire et là encore dans des thèmes qui sont toujours actifs aujourd'hui. Et puis, il s'arrête, il continue ses carnets, il se confie à ses carnets, et 50 ans plus tard, à la fin de sa vie, au moment où malheureusement Hélion devient aveugle, il n'a jamais été complètement aveugle, mais il a perdu, je dirais, 80% de la vue, donc il ne peut plus peindre, et en 1983 il arrête de peindre, mais c'est à ce moment-là qu'il commence à réécrire en quelque sorte, et à commenter sa vie dans 3 écrits. Alors, d'une part, les mémoires de la chambre jaune, Choses revues, pensant à Choses vues de Victor Hugo, et à Perte de vue. Alors à Perte de vue, c'est un titre en quelque sorte qui nous étreint dans la mesure où justement, au même moment, Hélion était en train de perdre la vue. Il y a donc un aspect rétrospectif dans cette manière d'envisager le rapport à l'écriture qui va beaucoup compter. Pour moi, au fond, quand je tente de figer en quelque sorte la posture d'Hélion comme peintre, comme créateur dans son siècle, on a envie de dire que c'est à la fois une figure majeure et singulière. Majeure parce qu'au fond, il va orienter le cours des choses d'une certaine manière, notamment avec son apport à l'abstraction, mais aussi, en fait, par son refus, en quelque sorte, de l'abstraction, et son retour à la figuration, que je tenterai de mettre en scène tout à l'heure en commentant les tableaux. Et cette figure d'Hélion fait penser à celle qui est à la mode aujourd'hui de Gustave Caillebotte. Il y a une grande exposition Caillebotte en ce moment au musée d'Orsay,
Et on s'aperçoit que la modernité de Caillebotte, qui est presque un contemporain de Baudelaire, eh bien cette modernité, qui est celle aussi des Lions, cette modernité de Caillebotte qui s'intéresse à la fois à la peinture de son temps, à la peinture contemporaine, et je cherche le mot d'un mouvement ultra célèbre de Monet par exemple, bon. Et c'est une figure, Caillebotte est hanté par l'évolution de la peinture de son temps, bien sûr, et il est aussi hanté par le formalisme que cette peinture peut prendre, justement à contre-courant des courants dominants. Il y a quelque chose de très intéressant pour moi à observer dans le parallélisme entre ces deux figures. Alors au fond, Hélion, qui a peint en 1947 un tableau que je vous montrerai tout à l'heure qui s'intitule « À rebours », c'est un titre extrêmement parlant, eh bien, Hélion, on comprend très vite que c'est un homme qui aime être à contre-courant. C'est un homme qui n'a pas peur des décalages. C'est un homme qui aime tout à fait, en quelque sorte, se distancer de son époque. Il y a là une attitude, comme je l'ai signalé tout à l'heure, résolument moderne, mais il y a là aussi quelque chose qui répond à une nécessité de faire progresser, de faire évoluer en quelque sorte la peinture. La pensée des Lions est une pensée qui est fondée sur un désir et un besoin de complémentarité. C'est une pensée dualiste, c'est une pensée dialectique qui s'intéresse au contraire en permanence, aux oppositions, aux différences, mais aussi au magnétisme qui attire en permanence ces différences et qui les complète en quelque sorte. Et il y a notamment dans l'œuvre des Lions un dialogue incessant entre l'abstraction et la figuration. C'est-à-dire que pour Hélion, tout modèle réaliste, toute figure est faite d'abstraction, et toute abstraction appelle la figure. Et c'est justement de cette attraction permanente que Hélion va trouver en quelque sorte une issue à sa problématique. Et c'est dans ce sens aussi que, pour nous-mêmes, aujourd'hui, quand on regarde un tableau des Lions, eh bien, on a au fond tendance à y voir quelque chose d'abstrait, comme dans une figure, quelque chose d'abstrait, comme je viens de le dire, pardon, et comme dans l'abstraction, quelque chose qui va vers la figure. Il y a aussi dans ce magnétisme des contraires chez Hélion une sorte d'érotisme sous-jacent qui est permanent et qu'il faut bien avoir à l'esprit pour comprendre la portée et le sens de son art. Il parlait toujours du projet érotique du monde. Et Hélion, dans ce sens, est tout à fait franc, et il ne cache pas en quelque sorte en quoi le monde, évidemment, recèle en quelque sorte une puissance liée à l'érotisme. Et puis, au-delà de cet aspect, il y a chez lui une façon de s'intéresser à la question des analogies. Les analogies, pour lui, évidemment, c'est comment les formes peuvent se répondre, comment le sens des formes peuvent se répondre, comment la couleur peut répondre à la couleur, etc. Il y a donc toute une dimension qui affecte cette question. Mais Hélion était aussi, comme je l'ai dit au début de cette présentation, un homme qui s'intéressait, comme il le dit souvent, à l'extraordinaire dans l'ordinaire. Hélion n'avait pas peur, en quelque sorte, du caractère commun des choses, du caractère prosaïque des choses. Et il tirait au contraire de ce prosaïsme quelque chose de précieux et quelque chose qui va en quelque sorte transcender le caractère ordinaire de la vie et des choses. Et ce dialogue entre le banal et le savant, entre le populaire et le sophistiqué, c'est une chose qu'il va mettre à l'épreuve de sa peinture tout au long de sa vie. Au fond, il s'intéresse, il est à l'écoute de la forme aussi bien que du sens en permanence. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous montrais ce titre de cette conférence sur l'intelligibilité. Au fond, la grande question des Lions, c'est de s'intéresser au phénomène suivant. Comment rendre la peinture intelligible ? Comment faire comprendre la peinture ? Comment faire comprendre le fonctionnement de la peinture ? Et c'est dans un article que j'ai signalé tout à l'heure sur Seurat, le devancier, qu'il va aller le plus loin dans cette analyse. Et pour lui, comme il le disait aussi souvent, et qu'il l'a souvent dit dans ses fameux carnets,
voir, l'acte de voir, j'entends, l'acte de voir pour un peintre, pour un créateur, c'est percevoir de façon intelligible. Pour Hélion, ce qui compte davantage, c'est l'organisation plastique du tableau qui l'emporte sur les qualités proprement plastiques. C'est comment le tableau s'organise et nous parle, plutôt que de, en quelque sorte, montrer la virtuosité avec laquelle on montre cette manière, au fond, de l'intelligibilité. Il y a chez Hélion aussi, comme chez tous les grands peintres du XVIIe siècle, notamment chez Poussin et chez Seurat, il y a un idéal de clarté à la française, si vous voulez. Il y a un idéal de clarté, d'intelligibilité, je viens de le dire, qui fait que, pour lui, la peinture doit se comprendre spontanément. Et donc, il y a dans cette clarté un désir, et dans ce désir de clarté, il y a une capacité de mettre les choses en scène. Il y a une théâtralité chez Hélion en permanence. On est toujours frappé quand on voit un tableau d'Hélion de se dire qu'en fait on est devant quelque chose qui non seulement nous appelle, devant quelque chose qui s'impose, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de son personnage, mais aussi quelque chose qui est en train de nous questionner, si vous voulez. Et cette disposition au théâtre est une disposition qu'il ne faut jamais oublier pour mieux rentrer dans la perception de son œuvre. Parce que pour Jean Hélion, c'est un mot que je vais souvent utiliser avec vous, je vais souvent parler du réel. Le réel, c'est la réalité naturellement, mais c'est aussi une autre fonction, c'est en quelque sorte désigner par là ce qui appartient à la réalité dont nous faisons partie. Et il y a chez Hélion une manière de rendre le réel ostensible, de le rendre ostentatoire, si vous voulez. Les objets, pour lui, les corps, les figures, sont au fond des monuments. Et c'est parce que, tout simplement, cette mise en scène dont je parlais s'appuie aussi sur des dispositifs qui viennent des principes de l'art abstrait et de l'orthogonalité en particulier, mais c'est aussi une manière de montrer comment l'architecture est capable de répondre de cette, en quelque sorte, de cette puissance, de cette ostentation du réel. D'où l'abondance dans ces thèmes de dispositifs théâtraux en soi, comme les portes, les fenêtres, les vitrines, vous allez voir beaucoup de vitrines, les trottoirs, les estrades et les portes, effectivement. C'est aussi une façon de décliner, comme je viens de le dire, au fond, toutes les fonctions qui sont potentiellement en présence dans les principes de la peinture qui s'appuient sur les principes de l'orthogonalité. Mais cette dimension théâtrale chez Hélion, évidemment, appelle une autre dimension elle-même qui s'emboîte dans la première, à savoir une dimension fictionnelle, une dimension narrative. Le théâtre a toujours quelque chose à nous dire, il y a des événements qui se produisent et qui nous disent quelque chose. Et en fait, Hélion construit en permanence des intrigues visuelles, des intrigues qui mettent en scène des fables ou des discours ou des histoires qu'il nous raconte malgré nous et malgré parfois la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, derrière l'apparence extraordinairement puissante de l'image qu'il nous montre, eh bien, en quelque sorte, se cache un sens, se cache une fable, se cache une histoire. Et d'ailleurs, histoire dans lesquelles souvent, j'y reviens, l'érotisme va jouer pleinement son rôle. Au-delà de ce que je viens de dire sur la théâtralité, sur la question fictionnelle, évidemment, s'inscrit une autre dimension. Vous voyez que les dimensions dans cette peinture s'emboîtent les unes dans les autres. On a là à faire la question du double dans la peinture. C'est qu'en fait, Hélion va tirer au fond parti de cette leçon du réel, de cette leçon de l'ostentation du réel, pour en tirer une morale à la manière de Baudelaire, j'y reviens, pour montrer que derrière l'énoncé littéral du monde, se cache une dimension allégorique, comme très souvent dans la peinture ancienne, naturellement. On verra ça tout à l'heure dans le triptyque du dragon que je vous présenterai, ou dans le jugement dernier des choses. C'est là, j'y reviens encore, un trait de modernité d'Hélion. Et puis il faut bien aussi, j'espère que je ne vous entraîne pas sur des territoires trop complexes, mais il faut bien s'interroger aussi sur l'incompréhension à laquelle Hélion s'est heurté pendant toute son, enfin disons à partir des années
à la fin des années 40, et au dédain qu'il a malheureusement éprouvé, dont il a beaucoup souffert. C'est qu'en fait, Hélion traite dans une peinture qui est soi-disant figurative, à partir des années 50, donc au fond, qui montre le réel dans son état le plus simple, il s'intéresse à une question extrêmement fondamentale pour la peinture, c'est à savoir comment est-ce que la peinture peut représenter le réel, justement. Est-ce que la peinture a vocation à représenter le réel et est-ce qu'elle peut rendre compte de la réalité? Hélion va donc s'approcher au plus près de cette question très complexe, parce qu'au fond, un peintre, la peinture n'est pas faite pour représenter la réalité. La réalité est irreprésentable. On ne peut pas. La réalité est fondamentalement étrange. Et en fait, même s'il y a des efforts du côté de la photographie est un autre monde, bien sûr, mais on pense que la photographie piège le réel. Je pense que là aussi, il faudrait, ça appellerait de ma part d'autres réflexions, mais il y a dans cette question, au cœur de l'œuvre d'Hélion, c'est qu'en fait son vérisme, c'est-à-dire c'est l'approche de la vérité représentative dans sa peinture, eh bien, se heurte à la question suivante, c'est qu'en fait un peintre ne peut que transposer la réalité, ne peut que traduire la réalité en peinture, ne peut que l'interpréter. Et Hélion, ce qu'Hélion a cherché à faire, c'est d'aller le plus loin possible dans cette interprétation, d'approcher le point le plus proche du moment où, en quelque sorte, cette interprétation allait tomber dans quelque chose qui, en quelque sorte, est indéfinissable. Et il disait lui-même une chose très subtile, en parlant de cette question dont il avait parfaitement conscience. Il disait « la main va plus loin que l'œil ». L'œil, c'est une chose, voit des choses, nous voyons tous des choses, je vous vois, vous me voyez, etc. Mais comment représenter ce que vous voyez? C'est bien plus difficile, c'est bien plus complexe. Et pour Hélion, eh bien, c'est la main qui prend le relais du regard. C'est la main qui prend le relais de l'œil. L'œil, au fond, ne comprend pas ce qu'il voit. En revanche, la main comprend quelque chose. Et cette main va traduire, justement, je parlais d'un effort de traduction tout à l'heure, c'est la main qui va traduire ce que l'œil perçoit. Il y a dans tout ça une dimension, en quelque sorte, si vous voulez, de trou noir, de point aveugle, une sorte d'aporie, si vous voulez, en quelque sorte, qui fait que, au fond, c'est une dimension sur laquelle actuellement je suis en train de m'interroger justement à propos d'Hélion, c'est comment justifier finalement la démarche audacieuse qu'il a adoptée tout au long de sa vie, surtout à partir des années 50, c'est-à-dire d'essayer de piéger la réalité, mais sans faire de concession en quelque sorte à la représentation, sans faire de concession à la facilité, sans faire en sorte que la traduction du réel soit toujours en quelque sorte quelque chose d'autonome et d'étrange, justement. Pardonnez-moi, je me désaltérer un petit peu. Il y a une autre dimension dans le travail d'Hélion, c'est que, au fur et à mesure de son évolution, Hélion va quand même, au fond, d'une certaine manière, revenir en arrière et libérer les forces purement plastiques de ce qu'il est en train de représenter. Par là, je veux dire qu'il va finalement, au fond, décider que la représentation fondée sur le dessin réaliste, sur le dessin figuratif, représentatif, eh bien, il va en même temps essayer de faire en sorte que ces forces, que ce soit les couleurs, que ce soit les formes, que ce soit les volumes, au fond, libèrent en quelque sorte leur propre puissance, libèrent leur propre capacité d'exprimer quelque chose. Et là, on le verra, je vais commenter les œuvres de la fin tout à l'heure dans ce sens, c'est à ce moment-là que la peinture d'Hélion prend une dimension, une richesse et une espèce de capacité de parler plusieurs langues à la fois, si j'ose dire les choses comme ça. D'où la peinture et son double. Et puis, à partir de 1980, disons, à partir les premières attaques de la cécité chez Hélion démarrent malheureusement assez tôt, dans la fin des années 70, et Hélion va en quelque sorte essayer de compenser la perte de cette vision
en se libérant en quelque sorte de l'emprise de la vision, en essayant de se libérer de l'emprise, en quelque sorte, de cette mission de représentation qu'a la peinture. Et en fait, c'est là où tout à l'heure je parlais de songe, en citant cette phrase, cet extrait de ces carnets, c'est là le songe va prendre le relais, en quelque sorte, de la comment dire, le songe va en quelque sorte imposer à Élion une nouvelle loi, si vous voulez. Alors que dans la peinture des années 40 jusqu'aux années 50, Élion est fidèle veut aller le plus loin possible dans le phénomène de la représentation du réel. Là, le songe va en quelque sorte le libérer et le jeu de l'imaginaire va l'emporter et ça va l'aider à aborder ce qu'on peut appeler son style ultime, le style de la fin en quelque sorte de sa vie, qui va lui permettre en quelque sorte de revenir, de juger toute sa production, en quelque sorte non seulement de la juger, mais de s'en emparer et de la faire vivre avec une liberté et une audace et une désinvolture qui est à mettre au compte vraiment comme certaines grandes créations de grands créateurs. C'est ce qu'on appelle le style sublime, si vous voulez, c'est-à-dire au moment où la fin de la vie étant proche en quelque sorte, eh bien, le créateur se libère de toutes les contraintes et atteint un niveau d'expression totalement sublime. Donc voilà un petit peu comment je pourrais définir rapidement, et d'une manière peut-être un petit peu difficile par moment, ce caractère des lions, cette capacité des lions à transcender un petit peu à transcender cette manière de vouloir s'attaquer au fond au plus difficile, à savoir représenter le réel. Alors, voilà une photo des lions qui montre Jean Hélion dans son atelier rue Michelet en 1963. Alors on le voit au travail, on le voit au travail sur des tableaux que vous ne verrez pas ce soir dans la présentation que je vais faire, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'homme au travail. Alors voilà un tableau de 1928 qui s'intitule « L'homme assis ». Et cet homme assis, il nous fait penser immédiatement à une production contemporaine qui est celle de Soutine. À l'époque, Hélion vient de rencontrer Torres Garcia, il commence à se libérer en quelque sorte du caractère un petit peu amateur de sa peinture, et il va en quelque sorte faire émerger très rapidement des thèmes qui vont marquer durablement toute sa production. Le thème de l'homme assis est un thème qu'on va retrouver très souvent dans les années 40, à la fin des années 40. Et cet homme assis, évidemment, c'est en quelque sorte une citation lointaine, mais une citation quand même, du fameux monsieur Bertin de Ingres. Et on voit un personnage assis qui est composé, je dirais, de deux blocs, le bloc de ses bras, ses épaules, et le bloc des jambes, comme deux losanges imbriqués. Mais alors curieusement, il y a déjà un détail prémonitoire dans ce tableau qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que le regard du modèle est en quelque sorte aveugle. C'est un regard. D'ailleurs, Hélion a toujours eu une grande difficulté, ou une volonté, c'est très difficile à dire. Il ne s'est pas exprimé sur cette question, à représenter de manière réaliste les yeux ou les regards. Donc, chez lui, le regard est toujours voilé, toujours en quelque sorte abstractisé, si vous voulez. Alors, il s'agit d'une touche large, nerveuse, mais bien répartie, bien scandée, régulière, qui fait que la figure se déploie avec beaucoup d'autorité et beaucoup de naturel. Alors voilà, nous sommes en 1932. Voilà exactement le genre de tableau que Hélion, sous l'emprise de Theo van Doesburg et de Mondrian, va réaliser à ce moment-là. C'est-à-dire on est véritablement dans la composition la plus rigoureuse qui soit,
une composition orthogonale, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup parlé de l'orthogonalité tout à l'heure. La peinture est réduite à ses plans et à deux couleurs, le noir et le rouge, sur fond blanc naturellement. Donc là, on est dans les grands principes, du néoplasticisme, et c'est véritablement un tableau. Là, c'est un tableau qui se trouve au musée du Havre. C'est une très belle œuvre, très rigoureuse, comme je l'ai dit, qui resserre vraiment son sujet au maximum. Et c'est à ce moment-là, dans les années 30, tout à l'heure j'ai parlé de son rôle de conseiller auprès d'Édouard Galatine, c'est là où Hélion, par la qualité de sa production, s'impose aux États-Unis très facilement. Nous voilà en 1933 avec un tableau qui est dans la collection Arensberg au musée de Philadelphie et qui s'intitule Tension rouge. Tension rouge, alors moi j'y vois personnellement, alors on retrouve le caractère abstrait du tableau précédent, mais avec de nouveaux concepts. Tout d'abord, l'arrivée de balanciers, de courbes, et la mention également, l'arrivée aussi de la question du volume, par ce dégradé très subtil qui est dans cette grande forme qui est pendue à droite. Alors là, dans ce tableau, on voit Hélion déjà amorcer une inflexion vers un autre élément de langage qui abandonne je reviens sur celui du précédent, l'orthogonalité pure, le croisement des lignes à angle droit. Et là, on est dans un tableau, au fond, qui montre une évolution tout à fait différente et qui va vers ce dont j'ai évoqué tout à l'heure le principe, à savoir la question de la tension, la question de cette espèce de magnétisme entre les formes, puisque là on voit plutôt quelque chose qui va vers la question de la suspension, justement, et qui évoque d'ailleurs, ce tableau évoque étrangement les moules maliques de Duchamp, parce qu'il se trouve que dans la collection Arensberg de l'époque, il y avait déjà ce tableau de Duchamp qui figurait. Donc je pense que là, Hélion a voulu signaler en quelque sorte l'amitié d'ailleurs qu'il avait avec Duchamp à ce moment-là aux États-Unis. Nous voilà avec la figure rose de 1937 du Centre Pompidou, enfin disons du Musée national d'art moderne. Alors là, on voit quelque chose de complètement différent du tableau précédent. Vous voyez, ce tableau, il n'y a pas de figure. Là, on voit quelque chose qui émerge. Tout d'abord, les formes se rassemblent, se coalisent les unes avec les autres et viennent former une sorte pas de personnage encore, mais de figure debout, avec un élément en haut, un tronc et une base. Là, c'est l'arrivée en quelque sorte en scène de cette question de tension vers la figure. Tension qui, au fond, apparaît chez Hélion comme inévitable à partir de cette expérience de l'abstraction. On voit aussi apparaître dans le haut de cette figure cette forme rouge avec cette encoche qui est la préfiguration d'un thème qui va revenir indéfiniment dans son œuvre, celui du chapeau de l'homme, qui est donc en quelque sorte dans la forme et chancré par je trouve pas le mot, mais enfin vous avez compris, je crois. Alors voilà la figure tombée. Là, c'est un tableau extrêmement célèbre qui est toujours au Musée national d'art moderne. Un tableau qu'Hélion a peint en 1939, au moment justement de l'entrée en guerre en Europe. C'est-à-dire qu'au fond, Hélion non seulement va être sensible au fait qu'il va vouloir effectivement se battre pour son pays, mais en même temps, c'est pour lui la fin de l'aventure de l'abstraction. Et cette abstraction, qui est représentée ici par une figure qui tombe, qui est tombée, qui tombe devant nous, comme sur le devant d'une scène, où on voit
voit une figure coudée au premier plan, un bras. On voit aussi un cylindre. Enfin, la figure précédente est en train de tomber sur ce devant de scène, complètement disloqué. Alors, il y a des éléments aussi dans ce tableau qui sont intéressants à noter, parce qu'il y a aussi une sorte d'hommage à Cézanne, d'ailleurs, tout ça. Vous vous souvenez que Cézanne disait qu'il fallait traiter la nature par le cône et le cylindre. Eh bien là, on voit un cylindre, on voit un cône, et on voit en plus, sur le devant, comme je l'ai dit, une sorte de bras qui est disloqué de la figure. Alors évidemment, on retrouve dans cette page, qui est importante, on retrouve un élément lié déjà à la théâtralité que j'ai signalé tout à l'heure. La figure, en fait, la figure ne peut exister que dans un espace où la théâtralité vient en quelque sorte formuler un événement. Voilà un tableau de 1939, qui est dans une collection particulière, qui est un tableau qu'il intitule Charles. C'est un portrait de dos, ça c'est tout à fait du Hélion qui nous tourne le dos, c'est-à-dire au fond, c'est la représentation, c'est là où on assiste au fond au passage de l'abstraction à la figuration, parce que cette figuration est faite d'éléments abstraits, comme vous pouvez le constater. Donc des formes qui ont préexisté dans les tableaux, abstraits, viennent convoquer, viennent se rassembler pour, en quelque sorte, configurer un homme vu de dos, enfin une tête vue de dos. Nous voilà devant un tableau tout à fait étrange de 1939, la même année donc que la figure tombée. La même année, Hélion renonce à l'abstraction et vient aborder en quelque sorte la figuration, et la même année, il réalise comme ici sa première scène de rue. J'ai dit tout à l'heure que les thèmes issus de la vie courante, de la rue notamment, ont toujours été très importants chez Hélion. On en a ici la preuve avec ce tableau qu'il a peint aux États-Unis et qui est donc, comme je viens de le dire, sa première scène de rue. Alors ce tableau, il est très intéressant à analyser. Il est fait en 3 parties. C'est une sorte de petit triptyque. On voit à gauche une figure, en fait, qui, dans le langage précédent, était de nature abstraite. On voit les cercles, on voit ce personnage avec des figures coudées, on voit cette tête schématisée. Au centre, un homme qui vient vers nous, c'est-à-dire une promesse de quelque chose qui va advenir. Et puis à droite, un personnage dans cette attitude, un personnage, une femme, un buste de femme qui tient dans ses mains une plante, mais une plante décharnée, qui, au fond, est la reprise d'un petit motif orthogonal, abstrait. Donc, de ce petit motif, au fond, Hélion va vers la vie, en quelque sorte, on extrait un motif de plante. Une plante qui nous paraît morte, mais regardez, au bas de ce mur, il y a une feuille, et cette feuille est verte. Là, vous la voyez mal, parce que le jeu des couleurs n'est pas tout à fait correct, mais donc là encore, c'est comme l'homme qui s'avance vers nous. Cet homme qui se présente à nous avec une stylisation qui rappelle aussi la stylisation de Fernand Léger ou des peintres de cette génération-là dans les années 20. Mais cette stylisation, chez Hélion, évidemment, vient directement de sa période abstraite. Voilà devant un tableau de 1943 qui s'intitule Défense 2. Alors ça, c'est bien un titre dans la manière d'Hélion. Les titres chez Hélion sont tous extrêmement importants et il faut les observer avec beaucoup d'attention parce qu'ils révèlent toujours quelque chose. Défense 2, c'est défense de figurer naturellement dans son esprit. Puisqu'au fond, en 1943, il n'est pas encore revenu à Paris, mais il est en train de vivre la crise de son abandon de l'abstraction aux États-Unis. Les critiques lui font des reproches très virulents. Il est attaqué de toutes parts parce qu'on lui dit qu'il était excellent dans l'abstraction, mais qu'il est très mauvais dans la figuration.
Donc effectivement, il commente en quelque sorte cette attitude de la critique américaine en exposant ce tableau qui a une allure d'affiche, si vous voulez. Là, on revient à cette prédisposition des lions pour le monde de la rue, parce que défense, c'est défense d'afficher, mais c'est aussi défendre de figurer, comme je viens de le dire. Et cette prédilection pour la rue, elle est ici commentée par Hélion sur 3 registres, en quelque sorte. L'abstraction est toujours présente dans le chapeau, la stylisation est toujours présente dans le costume de l'homme, avec cette cravate stylisée, les revers, et puis un motif abstrait qui domine la composition, comme si c'était un fragment d'affiche, si vous voulez. Donc il y a là quelque chose de très parlant. Hélion nous parle du monde de la rue, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, il ne peut pas s'empêcher d'analyser en quoi ce thème est porteur de quelque chose qui concerne en quelque sorte tout simplement le langage de la peinture, le langage du pictural. Nous voilà devant un tableau tout à fait passionnant, très complexe à analyser, quoique il nous apparaisse dans une formulation très simpliste, mais cette simplicité cache beaucoup de sophistication et beaucoup de subtilité. C'est un tableau qui s'intitule L'Escalier, qui a été peint par Hélion en 1943, en 1944, je ne sais plus, mais dont la première pensée a dû être réalisée dans un dessin qu'on possède en 1942 à Marseille, où il est passé à son retour, disons au moment de son évasion. Dans son évasion, il est allé évidemment de Stettin à Berlin, de Berlin à Paris, où il n'est pas resté, il est descendu à Marseille, et de Marseille, il est allé à Lisbonne pour s'embarquer pour les États-Unis. Et là, dans ce séjour à Marseille, où il a rencontré beaucoup d'artistes également, en 1942, eh bien, Hélion a sans doute voulu montrer une scène de la vie ordinaire, de la vie quotidienne, sans doute peut-être une scène d'hôtel de passe, et on voit 2 hommes, l'un qui monte vers nous et l'autre qui en quelque sorte nous quitte, et pour monter dans un escalier à droite. Alors les couleurs, des couleurs primaires, hein, le rouge, le bleu, le noir, le blanc et le gris, une composition extraordinairement rigoureuse et vraiment en quelque sorte qui s'impose comme ça d'une manière très brutale à nous. C'est une sorte de diptyque, là encore, on revient à cette pensée toujours duel ou tripartite chez Hélion. L'homme qui vient vers nous est chapeauté, il porte curieusement une canne blanche, il est au fond une figure qui, à l'époque, évoque celle de Charlie Chaplin, celle de Charlot, dont il parle d'ailleurs, parce qu'Hélion s'intéressait beaucoup à l'époque aussi à cette question du cinéma. Et donc on voit cet homme venir vers nous. C'est troublant cette figure parce qu'elle est porteuse de 2 éléments qui au fond affectent en quelque sorte, ou qui parlent d'une manière prémonitoire de la vie d'Hélion, à savoir la canne de l'aveugle, et puis tout simplement aussi le regard aveuglé de ce personnage. Ce personnage, les yeux ne vont pas figurer véritablement, ils sont simplement esquissés, et donc on peut penser que Hélion a véritablement voulu représenter un aveugle qui monte vers nous, c'est-à-dire qui vient vers nous et qui en quelque sorte est porteur de quelque chose qui va se dérouler. Et puis l'homme qui quitte la scène en quelque sorte et qui monte cet escalier est encore plus troublant parce que lui, non seulement quitte en quelque sorte la scène sur laquelle il était, en montant à cet escalier, mais regardez bien, il pince avec sa main gauche, il pince en quelque sorte la surface sur laquelle il est peint. Et donc c'est une manière pour Hélion en quelque sorte de figurer l'artifice de la peinture, de figurer aussi cette manière de quitter la scène, au fond, il dit adieu à quelque chose, à quelque chose qui est présent dans ce personnage au travers de son chapeau, au travers du caractère tubulaire aussi du vêtement, et en fait c'est un personnage qui quitte la scène. Donc cet escalier de 44 ou de 43, c'est aussi un commentaire sur ce qu'Hélion est en train de vivre entre abstraction et figuration. Et donc c'est aussi un tableau qui
parle de l'ambiguïté spatiale, de la difficulté, comme j'ai tenté de le dire tout à l'heure, à définir exactement ce que c'est que la peinture, quel est le moment de cette peinture, quel est le moment, ce point aveugle, cette aporie entre le représenté et la représentation. Et donc c'est quelque chose qui est très, très émouvant dans ce tableau. Et puis, comme Hélion est un homme, disons, un homme des mots, un homme de l'oratoire, un homme qui aime parler, voyez ce jeu de mots qui figure, que le personnage de droite est en train de fouler à ses pieds. Alors, essuyez vos pieds, s'il vous plaît, c'est une mention qu'on retrouvait dans tous les escaliers, autrefois dans les appartements, dans les immeubles parisiens. ESVP, donc c'est à la fois SVP, c'est à la fois essuyez vos pieds, s'il vous plaît, et donc c'est une manière pour Hélion d'introduire ce qu'il fera très très souvent dans ses tableaux, c'est d'introduire des jeux de mots et comme ça de jouer sur la diversité, sur la polyvalence du sens de ce qu'il représente. Voilà une très belle figure d'un allumeur de 1944 qui se trouve au musée d'Unterlinden à Colmar, figure monumentale, quoique non terminée. C'est un tableau qu'Hélion a gardé sur lui toute sa vie, qu'il n'a jamais voulu terminer car il a pensé qu'il était absolument complet comme cela et dans la plénitude de son sens. C'est une figure d'allumeur, c'est un homme, c'est au fond un homme, c'est un séducteur quelque part, ça c'est tout à fait dans l'esprit d'Hélion. C'est aussi une figure qui parle de la monumentalité dont je parlais tout à l'heure. Chez Hélion, au fond, toute figure humaine est monumentale. Il n'y a pas de figuration qui soit en quelque sorte, anecdotique. Il atteint tout de suite à une puissance monumentale, à une puissance descriptive qui atteint très vite à une forme de plénitude. Et il y a aussi un côté théâtral dans cette figure, dans ce personnage qui est monté sur une sorte d'estrade qui n'est autre que le trottoir de la rue sur lequel il est figuré. Et puis ce jeu des polyèdres abstraits au sol qui sont des papiers de journaux, enfin des chiffons de papier, cette manière alors à la fois d'inscrire dans cette figure monumentale la consistance de la figure, mais aussi sa transparence. Toujours ce jeu d'alternative et ce jeu des contraires chez lui, c'est-à-dire la puissance appelle la fragilité la puissance, le masculin le féminin, etc. Donc on est là devant cette grande tension toujours créée par Hélion entre à la fois l'analogie et les contrastes. Voilà un autre tableau. Je vous montre que des tableaux importants dans cette période de la fin des années 40. Voilà un tableau qui s'intitule « À rebours », d'après le titre du roman de Joris Karl Huysmans, qui était un manifeste, disons, antinaturaliste, ce grand Huysmans qui était cette grande figure du symbolisme. Et là, au fond, Hélion se range un peu de ce côté-là, mais d'une manière troublante à nouveau, parce que c'est antinaturaliste, bien sûr, parce qu'au fond, le tableau est une composition complètement travaillée, stylisée, à la fois, au fond, consistante, là encore, et absente. C'est encore un triptyque, c'est un tableau en 3 parties. Il y a une abstraction, c'est le passé, dans une vitrine, c'est encore le passé à gauche, et puis on voit le NE du mot vitrine qui est peint pour bien montrer que ça n'est pas du réel, mais c'est un objet dans une vitrine. Et puis ce modèle féminin à droite, ce nu féminin renversé, qui est dans un espace intermédiaire, là encore, on ne sait pas si c'est l'intérieur ou l'extérieur, si c'est dans l'atelier ou si c'est à l'extérieur de l'atelier. C'est un nu qui se présente à nous, donc renversé, comme une figure, comme on l'a vu tout à l'heure dans le massif, de deux sortes de losanges opposés, et évidemment le visage tourné vers le bas, qui se présente à nous dans une posture qui fait qu'on ne sait pas dans quel espace elle est exactement. Ça revient tout à l'heure à la question de l'homme à droite dans l'escalier. On ne sait pas si c'est un intérieur ou un extérieur. C'est donc une indécision spatiale très, très marquée. Et puis au centre, malgré tout, la figure du peintre, c'est-à-dire c'est une sorte d'autoportrait aussi des lions, naturellement. La figure du peintre qui est fait d'éléments stylisés, composés comme un puzzle.
et cet homme qui aussi en quelque sorte commente le sujet. Parce que regardez bien comment le tableau abstrait est composé. C'est au fond exactement la même composition, mais en abstraction, si vous voulez, en esquisse abstraite, du nu féminin. Et au centre, le peintre fait le lien entre les deux, entre abstraction et figuration, par un geste de mime, les mains jointes, qui figure à la fois un cœur et aussi un sexe féminin. Donc, on a là une interrogation, une façon pour Hélion d'interroger encore la représentation entre cette antinomie entre intérieur et extérieur, entre, en l'occurrence, un corps de femme, et puis une abstraction qui, en quelque sorte, répond de ce qu'un corps peut devenir si on le traite de manière abstraite. Donc c'est une œuvre très subtile, très complexe, dont la facture lisse aussi un côté étrange qui rappelle évidemment tous les époques précédentes, les années 20 notamment, le précisionnisme américain par exemple, mais tout ça c'est traité avec une subtilité, une intelligence et une profondeur, si vous voulez, de réflexion et qui ne peut pas nous échapper. Voilà une autre figure d'un homme assis. Tout à l'heure, on a vu un homme assis de 1928. Voilà un homme assis 20 ans plus tard. C'est aussi une figure très troublante, un cadre architectural, une sorte de porte, une sorte de linteau, de porte, pardon, pas de linteau, mais d'ouverture, sur fond rouge, toujours les couleurs fondamentales. Un personnage qui est complètement stylisé. Il y a long à dire sur ces questions de stylisation, parce que c'est tout à fait le rapport des lions aux formes, évidemment, aux formes qui ne peuvent être que définies en quelque sorte. Et puis, ce personnage qui, comme le personnage de 28, est une sorte de Monsieur Bertin moderne, si vous voulez. Et puis alors, une citation très étonnante. On retrouvera cet art de la citation, cet art de la citation des lions, des maîtres anciens. Car cette figure, en fait, c'est un homme qui est coiffé d'une sorte de casquette. Mais cette sorte de casquette nous interroge, parce qu'en fait, c'est la même forme que celle qui figure dans le tombeau de Laurent de Médicis par Michel-Ange à Florence. Et je pense que Hélion, qui avec beaucoup d'humour, s'est amusé à citer cette coiffure étrange de Laurent de Médicis en la simplifiant, en la stylisant naturellement, et en faisant une casquette, parce que c'est cette manière qu'a Hélion de s'intéresser au quotidien et à l'ordinaire, et au banal ou au prosaïque. Et donc il fait d'un grand personnage de la Renaissance, il en fait un ouvrier au fond, qui est dans la même posture que lui. Donc c'est en quelque sorte donner à ces deux figures une intention un peu comparable. Nous voilà encore devant un autre tableau extraordinairement étrange de 1950, Trois nus et le gisant. Alors, quand je disais au démarrage de cette conférence que Hélion s'était toujours beaucoup intéressé à l'histoire de la peinture et notamment aux grands maîtres, aux maîtres anciens, on en a encore la preuve ici dans le thème, c'est au fond un jugement de Paris par les trois grâces en quelque sorte. Mais c'est aussi tout un autre jeu évidemment sur les oppositions entre un gisant et des figures féminines très animées, entre un passage de registre extraordinairement accusé entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Ce gisant est toujours construit comme d'habitude avec Hélion par des losanges entre, disons, opposés. Ces dames nous montrent des visages pas tout à fait avenants. Elles-mêmes sont peintes d'une manière qui affecte, si vous voulez, une sorte de crudité très dérangeante, mais en même temps, elles affichent, en quelque sorte, par leur attitude, par la posture de leurs bras, de leurs mains, de leurs gestes et de leurs jambes, elles affichent une sorte de débat, en quelque sorte, qui contraste
avec l'espèce de théâtralité étrange aussi qu'Hélion met à les installer sur des chaises qui sont munies de drapés, comme si on était dans la peinture ancienne du XVIIe. Donc il y a ce jeu chez lui, en quelque sorte, de vouloir en quelque sorte mettre le spectateur dans une situation, au fond, je dirais, d'interrogation, de malaise, peut-être éventuellement, et cette étrange manière qu'a Hélion de mêler la nudité et les vêtements, les poses élégantes et recherchées ou triviales, paisibles ou agressives. Enfin, il y a toute cette art du contraste dont j'ai parlé au tout début de cette conférence. Alors voilà par exemple encore un exemple d'une version de la mélancolie traitée avec le misérabilisme affecté, si j'ose dire, d'Hélion, puisque ce personnage nu sur un lit stylisé, avec cette manière pseudo-naïve de nous montrer un tapis avec ses franges et donc toutes ces indications qui sont à la fois des indications de rythme, qui sont des indications liées à la question de la forme, la question de la représentation de la forme dans l'espace, et puis cette manière de faire cohabiter dans un modèle très prosaïque, dans un modèle qui, au fond, qui nous amène un peu au bord de quelque chose de la déchéance, emprunte malgré tout à la mélancolie de Dürer, une attitude noble et fondamentalement reliée à la grande question du rapport de la peinture à l'histoire. Et puis, comme toujours chez Hélion, il ne peut pas s'empêcher de faire apparaître ce modèle sur un mur avec ces petits éclats de peinture, avec cette manière de montrer la misérabilité en quelque sorte de la scène, et puis cette plainte électrique qui rappelle aussi ce jeu, à la fois qui tient du jeu de mots, qui tient de ses antécédences classiques avec la question de l'orthogonalité. Voilà un tableau qui se trouve à Nantes au Musée des Beaux-Arts, enfin au Musée des Arts aujourd'hui. C'est la nature morte à la citrouille, de 48. Alors tout à l'heure, quand je parlais justement de cet art des contrastes, de cet art de faire dialoguer des choses qui ne sont pas appelées normalement à dialoguer ensemble, il y a là une espèce de mise en majesté d'une citrouille. Ça peut paraître ridicule, mais vous voyez comme Hélion donne justement une majesté, une ampleur, une grandeur à cette nature morte qui est faite d'objets passablement ordinaires et de passablement prosaïques, une chaussure, une baguette de pain, un parapluie, symbole de masculinité chez Hélion, et la citrouille qui est le grand symbole de la féminité pour lui, et qui nous rappelle aussi la jonction qu'on peut faire entre la citrouille et l'origine du monde de Courbet, naturellement. Et donc tout ça cohabite ensemble, avec une espèce d'aisance, alors à la fois emphatique et en même temps inspirée, si vous voulez, où la citrouille devient à la fois une grotte et en même temps, comme il le disait souvent dans ses carnets à propos de la fameuse citrouille, une citrouille en majesté. Et donc voilà, il a réussi à peindre la majesté d'une citrouille avec malgré tout des objets qui, au fond, ne devraient pas participer en quelque sorte à cette mise en volume, pas en volume, mais en cette manière de nous montrer la noblesse en quelque sorte de ce légume. Et puis alors, une petite plaisanterie, comme Hélion adore les plaisanteries, le L du journal, c'est Hélion, c'est une manière de signer, vous voyez en bas à droite, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur l'enveloppe en bas à droite, il signe Jean Hélion comme s'il avait reçu au fond une missive. Donc il y a ce jeu de mots encore entre le Hélion, son nom, et le L de Hélion, etc. Là, je vous montre quelques dessins pour bien montrer l'extraordinaire capacité d'Hélion à rendre la densité la densité des formes. Chez Hélion, au fond, les objets prennent des allures de signes, si vous voulez. Le chapeau est un chapeau, naturellement, mais c'est aussi une forme, et c'est aussi
une manière d'exprimer, en quelque sorte, le sens de ce mot chapeau. Idem pour le parapluie, idem pour ce papier, pour ce chiffon de papier journal et pour le drap du lit. Il y aurait des connexions à faire entre cet art des lions à définir un objet dans sa densité la plus absolue, avec l'art de Francis Ponge, par exemple, dans le domaine poétique, où on voit Ponge procéder par analogie et faire en sorte qu'au fond, décrire un objet, c'est l'entourer du maximum, en quelque sorte, de sens auquel cet objet peut donner lieu. Voilà encore, même... Ah oui, j'ai cru que vous avez présenté, voilà le livre, voilà le fameux journal chiffonné, voilà une paire de chaussures, et voilà aussi des objets, des gants, des fruits, un petit fagot et des fleurs. Vous voyez cette manière qu'a Lyon, qui rappelle d'ailleurs la manière de Van Gogh, très souvent, notamment dans les chaussures, cette manière qui force l'objet en quelque sorte à exprimer le maximum de sa matérialité, de sa densité. Voilà un très beau tableau de 1950 qui se trouve au musée Zervos de Vézelay et qui représente un homme couché sur un banc. C'est une scène tout à fait ordinaire, une scène dont les affectionnait beaucoup. Mais vous voyez comment la composition est magistrale. Cet homme, toujours ce jeu angulaire, des oppositions angulaires chez Lyon au travers de ce gisant qui a les yeux fermés et qui a l'air de rêver tout simplement, et qui rêve à un paysage, alors à la fois hivernal, mais un paysage dont la couleur s'oppose en quelque sorte au caractère hivernal, parce que c'est un paysage bleu, rose et gris. Donc là, on est dans ces antithèses que je soulignais tout à l'heure. Voilà un autre tableau qui fait partie des collections du Musée d'Art moderne de la ville de Paris, qui s'intitule Grande mannequinerie et qui est un tableau de 1951, où on voit tout simplement deux mannequins dans une vitrine, tandis qu'un gisant a l'air de dormir sur le sol devant cette boutique, et qu'un parapluie maintient en quelque sorte la porte de cette boutique ouverte, parce qu'il y a cette question du passage entre l'extérieur et l'intérieur toujours présente chez Lyon. Alors ce personnage peut-être qui est dans le réel, lui, il est bien réel, c'est à la fois, comment dire, quelqu'un qui est bien habillé et qui est peut-être aussi tout simplement un homme à la rue. Il y a cette ambiguïté qui règne toujours chez Lyon. Mais ce qui est le plus étrange, c'est ces figures des deux mannequins qui ont l'air plus vivants que celui qui dort, naturellement, dans le temps réel. Ce personnage dort dans la réalité, tandis que les mannequins qui sont faux ont l'air d'exposer une vitalité absolument phénoménale. Et en plus, et là on revient à ce jeu des lions avec les citations des maîtres du passé, en plus, voilà que ces deux personnages, tout simplement, nous rappellent une peinture très très célèbre de Michel-Ange au Vatican, dans les Stanze du Vatican, c'est l'école de Raphaël, l'école d'Athènes, pardon, de Raphaël précisément. Et ces deux personnages, qui sont des personnages inanimés, ont l'air d'être très préoccupés par une conversation, puisqu'en fait ils reprennent les gestes que dans la peinture de Raphaël, les gestes des deux grands philosophes de l'Antiquité, à savoir Platon et Aristote. Platon, le droit vers le ciel, parlant des choses supérieures, et Aristote, parlant des choses plus à même de nous concerner, puisqu'il parle de la réalité et de la terre. Donc voilà un type de construction mentale, cérébrale chez Lyon qui est tout à fait typique. Vous voyez cette manière cette préoccupation de faire cohabiter le pictural avec le cérébral en permanence, et qui fait la singularité naturellement de son art. Voilà un goûter de 1953, qui est alors, dans les années 50, je vous ai dit tout à l'heure un petit peu vite que Lyon voulait s'approcher au plus près de la question de la représentation de la réalité, de la représentation photographique, si on peut dire, ou en tout cas photoréaliste de la réalité. Là, nous sommes en plein dedans,
nous sommes en plein dedans, puisque voilà une énorme nature morte qui montre un ensemble d'objets très agencés. Tous les objets se répondent, toute la présence des objets a une raison. C'est que cette scène décrit une rencontre amoureuse, ni plus ni moins, tout simplement. Là, je parlais de l'érotisme des Nozola, mais c'est toujours sous-jacent. Et cette rencontre amoureuse est évidemment explicitée par le fait que les vêtements des deux protagonistes sont les uns sur les autres, mais qu'ensuite Hélion développe par analogie un ensemble de figures qui nous renvoie à l'érotisme sous-jacent, tout à l'heure de la citrouille, là du pain, des fameuses lèvres, parce que là il faudrait que je vous cite des Hélion dans ses carnets, les fameuses lèvres du pain, et puis les fruits dans ce paquet, dans ces sacs des journaux, etc., etc. Donc tout est agencé de manière à souligner la question de la dualité, du couple, de la présence d'un couple, et aussi d'une histoire qui se développe en dehors de nous, en dehors du tableau naturellement, et qui fait que quelque chose se passe, on est dans l'intrigue théâtrale absolue, et c'est dans cet art de la théâtralité que, dans une certaine mesure, la dimension du réel est au fond menacée par cette capacité qu'a Hélion de raconter en peinture une histoire, une intrigue. Nous voilà aussi devant un tableau très important de 1953 qui aujourd'hui se retrouve au Musée d'Art moderne de Paris. Il a été acheté récemment pour intégrer les collections du musée. Nous sommes dans l'atelier d'Hélion, avenue de l'Observatoire, et nous sommes devant une scène où on voit sur son escalier là-haut la troisième épouse de Jean Hélion, Peggy Guggenheim, qui était la fille de Peggy Guggenheim, la fameuse collectionneuse dont vous connaissez la fondation à Venise et le Grand Musée à New York. Donc, je m'empresse de dire que donc Hélion, tout à l'heure j'évoquais sa vie romanesque, mais dans la part romanesque de la vie d'Hélion, il y a le fait qu'il a été associé par ce mariage à, je dirais, à un milieu d'avant-garde de l'époque qui, évidemment, a accentué peut-être chez lui son désir d'indépendance et son désir de différence. Et puis on voit au premier plan un très cher ami d'Hélion qui s'appelait Bruguière, Pierre Bruguière, qui était juge lui aussi, comme son fils, dont vous connaissez certainement les exploits, le juge Bruguière. Et Pierre Bruguière était un grand collectionneur et il a collectionné Hélion toute sa vie. Et non seulement Hélion, mais aussi de très grands maîtres, comme Léger et d'autres. Et on voit Pierre Bruguière qui est en train de regarder un tableau d'Hélion, mais pas dans n'importe quel environnement, parce que cet environnement de l'atelier me fait penser, moi, beaucoup, par l'abondance de ces orthogonales, justement, et de ces croisements de droite, fait penser à une sorte de citation que Hélion aurait faite de lui-même, en quelque sorte, de sa phase abstraite. Et puis, cette vision est renforcée par le fait qu'Hélion nous montre dans ce tableau, au fond, les tableaux qu'il est en train de peindre au même moment. Parce que comme il n'expose pas, il a décidé, au fond, de faire sa propre exposition et de nous montrer les tableaux qui sont en cours de chantier dans son atelier. D'ailleurs, vous voyez, au fond, le fameux goûter qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc il y a cette question de la mise en abîme de l'image par l'image qui rentre en ligne de compte dans la manière dont Hélion a traité la peinture. Et puis alors, next plus ultra, vous voyez un tableau qui a le dos tourné à droite, le long du mur de l'atelier. Et bien ce tableau, c'est un tableau très célèbre de Balthus. C'est le passage Saint-André de Balthus. Et il se trouve que Balthus n'avait pas de grand atelier à Paris, mais comme Hélion avait un grand atelier, il avait demandé à Hélion, qu'il connaissait très bien, d'abriter en quelque sorte son tableau à ce moment-là. Donc on voit, tout ça est plein de lectures plus ou moins cachées, bien sûr, plus ou moins explicites. On voit un tableau célèbre à l'époque qui est retourné, qui est donc caché, mais qui est néanmoins un tableau d'un peintre reconnu, alors que lui-même, Hélion, ne peut pas montrer son travail à l'extérieur dans les galeries, mais le montre dans son atelier. Donc il y a un effet de renversement et d'imbrication d'images qui est tout à fait extraordinaire de sa part. Bon, ça fait partie de la virtuosité d'Hélion sur la question de
dimension conceptuelle au fond de la peinture. Là, nous voyons un tableau de 1957, je ne sais pas si je suis trop long. 1957, c'est ça, c'est La jeune fille et le mort, c'est une sorte d'hymne d'Hélion à la musique, puisque Hélion adorait la musique. La jeune fille et la mort, c'est un quatuor très célèbre de Schubert. Donc, au fond, là, Hélion rend un hommage à Schubert, mais en juxtaposant la figure de la mélancolie qu'on a vue tout à l'heure, sous la forme d'un nu intégral, en quelque sorte, dont le visage vient s'opposer à la tête de mort voisine sur la table. Je vais très vite maintenant, pardonnez-moi, j'étais un petit peu long. Ensuite, nous voilà devant un tableau de 57, Le Grand Brabant, dans lequel Hélion peint une charrue abandonnée. Donc on est là, on tourne autour de la question de la vanité, de l'objet abandonné, de l'irruption du caractère mortel au fond des choses. Et on voit dans ce tableau qui est magistral, là il est un petit peu pâle, mais c'est un tableau magnifique, on voit Hélion introduire une question nouvelle dans sa peinture, c'est la question de la temporalité. Comment un tableau peut se commenter lui-même, puisqu'au fond, en haut et en bas, on voit des esquisses du tableau qu'il est en train de faire, mais qui sont incorporées à la composition elle-même du tableau. Donc, cette manière d'introduire le temps et de montrer comment le tableau peut, en quelque sorte, émettre un point de vue sur la manière dont il est fait, dont il est en train de se faire, c'est aussi une dimension qui m'incite à dire que la peinture, chez Hélion, la peinture est son double. Voilà la nature morte. Voilà un grand tableau. C'est la voiture de fleurs et le boucher de 64. Là, on voit la peinture d'Hélion évoluer dans le sens un peu césarien du terme, c'est-à-dire la touche prendre une évolution et une liberté qu'elle n'avait pas auparavant, et se dégager de cette emprise, si vous voulez, du photoréalisme pour devenir quelque chose de plus délibérément pictural. Je crois qu'il faut que j'avance, hein, je suis un petit peu en retard. Mais... Alors, je passe sur ces dessins très, très magnifiques, mais voilà un grand triptyque d'Hélion, un triptyque qu'il a fait en 67, qui se trouve au Frac de Bretagne, qui est une grande allégorie, ni plus ni moins. Alors là, on est dans la dimension... on revient à la dimension baudelairienne de ce que j'ai signalé tout à l'heure. On est dans une scène de rue, on est dans la rue, on est dans un café, on est dans une scène à droite de dialogue amoureux entre un homme et une femme, et au centre, on est dans une vision allégorique de la posture et de la figure du peintre. Le peintre est aveugle, il cherche sa voie, il cherche la vérité, il s'engage dans l'obscurité, guidé par un égoutier qui l'emmène, mais un égoutier qui est néanmoins qui a sa lampe, comme Diogène dans l'Antiquité, et la scène se passe devant, au fond, une sorte de synthèse de la vie d'Hélion, Hélion qui nous rappelle qu'il a été un peintre abstrait, qu'il a peint des figures, etc. Et donc là, c'est la dimension allégorique du peintre qui cherche la vérité indéfiniment. Une autre vision, la suite pour le 11 novembre de 1976, où on voit Hélion se moquer au fond délibérément, en quelque sorte, c'est la parabole des aveugles, vous savez, du Bruegel l'Ancien, qui est à Capodimonte, qu'on voit à droite, où les aveugles s'entraînent les uns les autres jusque dans la tombe, naturellement. Donc c'est une manière parodique pour Hélion de voir la réalité, et cette réalité du 11 novembre qui pour lui, il nous montre un poilu qui est en train de tomber de son monument naturellement. Pardonnez-moi, je vais passer assez vite parce qu'effectivement il est tard, je n'avais pas vu l'heure. Nous voilà devant une escalade chapelière. Je rappelle l'importance des titres chez Hélion. Escalade chapelière parce que c'est une escalade de chapeaux qui doivent normalement protéger la tête qui figure au sommet de cet escabeau. Et la base et le sommet, la base c'est ce couronnement de cheminée dont j'ai oublié le nom. Un mitron de cheminée, et puis le visage en haut, enfin la tête en haut. Voilà, donc là c'est une question aussi qui nous intéresse aussi sur la question
du rapport entre les thèmes des lions, les thèmes figurés et la langue, puisque pour Hélion, cette escalade chapelière, c'est une phrase en quelque sorte. Alors nous voilà devant le jugement dernier des choses, allégorie s'il en est, sur la vie de l'artiste, la vie de l'artiste qui au fond se ramène à quelque chose comme un étal de marché aux puces, avec la dimension en quelque sorte fortuite, si vous voulez, de l'existence. À cette époque-là, c'est à cette époque-là qu'Hélion commence à avoir des gros problèmes de vision, et Hélion là s'amuse dans ce jugement, enfin s'amuse sérieusement à rassembler des objets qui l'ont accompagné toute sa vie, une soupière, des instruments de musique, l'escalier en colimaçon qu'on a vu tout à l'heure, un phonographe, et puis ce thème du peintre qui porte son chevalet comme une croix qui va apparaître dans le tableau suivant. Alors, ces grands triptyques ils sont immenses, hein, parce qu'ils font 8 mètres d'envergure, celui-ci fait aussi 8 mètres d'envergure. Il est encore dans une collection privée, si mes sources sont bonnes. Et voilà donc cette figure du peintre qui porte son œuvre, qui porte son métier, qui porte son activité comme une croix. Donc là, c'est une allusion à un autre grand maître de la peinture ancienne. C'est une allusion, en fait, c'est une citation de la peinture de Tintoret à Venise, dans la Scuola di San Rocco à Venise. Et là, on voit, c'est du comique grave, cette manière toujours d'associer des notions antinomiques chez Hélion. C'est comique, mais c'est grave, parce que c'est aussi pathétique et sérieux. Voilà un extraordinaire autoportrait de 83, c'est de 81, où on voit, alors là c'est une mise en scène extraordinaire, puisqu'on voit le peintre ne se représente pas en direct, mais il se représente dans un miroir qui est brisé, dans un miroir qui lui-même a une forme losangée comme d'habitude, avec cette opposition des deux anges par la pointe, et il se représente lui-même dans une vision soto-insu, c'est-à-dire il se représente de haut en bas, il montre ses pieds, et donc c'est une manière, en quelque sorte, disons, dramatique, au fond, de montrer le peintre vieillissant et proche, en quelque sorte, de la fin. Voilà aussi un Borsalino pour Elmine, où on voit le peintre apparaître dans ce miroir, coiffé d'un chapeau qui est là, et qui, avec d'autres chapeaux, fabrique en quelque chose une phrase d'objet, une phrase de chapeau. Voilà l'instant d'après, de 1982, où on voit, dans l'atelier du peintre, on voit les grands thèmes de sa vie, le peintre, et qui est décapité, qui représente le nu qui occupe le centre de l'atelier, qui lui-même, ce nu, a renversé merci beaucoup, a renversé le chevalet du peintre, a fait tomber une chaise qui rappelle les configurations, disons, abstraites du début, et puis l'espèce de façon de faire grincer un tout petit peu la référence à la citrouille qui apparaît comme un motif abstrait au premier plan, bien sûr, et en quelque sorte disloqué. Voilà aussi un tableau magnifique qui s'intitule L'instant d'après. Pardon, non, c'est le peintre, non, trombone pour un peintre, oui, excusez-moi. Trombone pour un peintre. Oui, j'avais mal situé dans ma liste. Alors là, on touche à ce style que j'évoquais tout à l'heure, ce style de la fin, ce style extrêmement libéré de toutes les contraintes, ce style improvisé, mais avec des couleurs dissonantes à souhait, et puis ce modèle vivant qui est peint par le peintre à gauche, mais ce modèle qui au fond est un modèle dont le jeu